Alors, quels sont les parallèles, mais aussi les différences entre le mouvement du 10 septembre tel qu'il s'est déroulé et le mouvement des Gilets jaunes? Alors, je vais plutôt vous faire une réponse d'historienne et qui est moins spécialiste, je laisserai mon collègue le faire sur un temps peut-être plus présent, qui est moins spécialiste des mouvements sociaux du temps présent que des mouvements du 19e et du 20e siècle industriel, donc des mouvements relativement différents, et mettre en comparaison donc ces deux mouvements avec une histoire plus longue des mouvements sociaux. Il y a bien entendu des similitudes entre le mouvement du 10 septembre et le mouvement des Gilets jaunes dans un certain type de revendications, liées essentiellement à des revendications de justice et d'équité, dont le fait que ces mobilisations sont essentiellement tournées vers l'État ou contre l'État, devrais-je dire. La question du rapport avec les entreprises, par exemple, est beaucoup moins posée. Et effectivement, dans l'extrême méfiance qui s'est manifestée à l'égard des organisations et des associations, même si cette méfiance était bien plus prononcée dans le premier cas, celui des Gilets jaunes, par rapport auquel le monde et le mouvement syndical est resté globalement tout à fait étranger, que dans le cas du mouvement du 10 septembre, où un certain nombre d'organisations syndicales ont soutenu en partie, partiellement, le mouvement. En même temps, il y a des différences absolument palpables, mais je laisserai peut-être Samuel Ayat y revenir, dans justement ce rapport aux organisations, dans le rapport à la politique et aux organisations politiques, et enfin, pour autant qu'on puisse le mesurer le 16 septembre, dans la durée et l'effet du mouvement, puisque dans le premier cas, le mouvement des Gilets jaunes a duré plusieurs mois, dans l'autre cas, pour l'instant, le mouvement du 10 septembre ne s'est pas prolongé au-delà. Ce que je voudrais surtout souligner, c'est qu'il me semble que ces deux mouvements ont pour point commun essentiel d'interroger au fond l'histoire longue des mouvements sociaux et de marquer un moment dans une longue transition qui n'est d'ailleurs pas achevée, de marquer au moins une certaine insatisfaction d'une partie des citoyens et des citoyennes engagés par rapport aux formes classiques de mobilisation que sont la grève et la manifestation, jugées inefficaces, jugées difficiles aussi, parce qu'il est plus difficile de faire des grèves dans l'état actuel du monde du travail que ça n'était il y a 50 ou 60 ans. Des mouvements qui interrogent les formes classiques des mouvements sociaux et qui, en même temps, peine à trouver des formes de mouvements sociaux relativement stabilisés, ou alors retombe sur des formes de mouvements sociaux classiques, puisque pour finir, au-delà des actions qui ont marqué le 10 septembre, ce qui a marqué aussi, c'est la forme manifestation qui est la plus classique qui soit en matière d'histoire des mouvements sociaux. Donc je pense que cela interroge aussi, et à mon sens c'est une question qui se pose depuis au moins une trentaine d'années, cela interroge aussi les formes que prennent aujourd'hui les mouvements sociaux et les décalages ou les différences que l'on peut observer par rapport à une histoire longue. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marion Fontaine. En tout cas, il y a une appartenance du mouvement des Gilets jaunes et du mouvement du 10 septembre à une même séquence qui ont été rappelées par Marion Fontaine, à savoir de se situer en dehors des organisations classiques du mouvement social, des organisations syndicales, des organisations politiques, d'avoir une aspiration à la justice sociale et j'ajouterais une aspiration à la démocratie sans que ça soit entièrement clair de ce qui est entendu par là, mais en tout cas une aspiration démocratique. Cette séquence-là, on peut dire que véritablement elle s'ouvre en 2011 avec la révolution tunisienne, puis avec les mouvements du 15 mai en Espagne, les mouvements Occupy. Elle se poursuit dans vraiment des contextes géographiques tout à fait différents, à Hong Kong, à Taïwan, au cours de l'année 2011. Puis on en voit une résurgence avec les Gilets jaunes en 2018, et puis ensuite en 2019 en Algérie, au Liban, au Chili, et aujourd'hui on en voit encore une résurgence. Et cette continuité-là, elle, évidemment, ne doit pas masquer les différences réelles qui existent entre chacun de ces mouvements en France et puis à l'étranger, mais elle semble malgré tout montrer une résilience de ce modèle du soulèvement populaire hors organisation, qui a quelque chose qui peut sembler étonnant
au regard de ce qui peut nous sembler être des échecs successifs dans la plupart des circonstances. C'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes, on peut dire, ne réussit pas à atteindre l'objectif qui s'était donné, qui était tout simplement une révolution, hein, une révolution populaire. Et malgré tout, c'est un modèle qui vient et qui revient, et qui, d'une certaine façon, en tout cas si on le prend internationalement, on peut dire qu'il connaît des vrais moments d'amplification dans certaines zones géographiques. Il faut se souvenir que, en même temps que le 10 septembre, quelques jours après, de l'autre côté du monde, au Népal, on avait un soulèvement populaire, pareil, en dehors de toute organisation, pour la justice sociale et pour la démocratie, qui a réussi à renverser un gouvernement. C'est le 3e gouvernement qui est renversé dans la région, par à chaque fois des mobilisations qui ressemblent par énormément d'aspects, malgré les différences de contexte, qui ressemblent à la mobilisation des Gilets jaunes, à la mobilisation du 10 septembre, à savoir pas d'organisation, une aspiration assez vague à la justice sociale et à la démocratie, des pratiques manifestantes qui sont à la fois proches, je suis d'accord, du répertoire d'action sur le temps long des mouvements sociaux, à savoir l'utilisation de la forme manifestante, mais en même temps qui ne passent pas par les formes devenue canonique de la manifestation, et notamment sa négociation d'un parcours avec les autorités. Là, on a quelque chose qui dès le départ déborde. Donc il y a une même séquence entre les Gilets jaunes et le 10 septembre, et puis entre ces mouvements et de très très nombreux autres soulèvements démocratiques dans le monde entier. Si on centre vraiment sur la comparaison terme à terme entre Gilets jaunes et 10 septembre, il y a un changement majeur, c'est la manière dont il a été reçu en amont de l'événement, à la fois par les organisations du mouvement social et les partis politiques, et puis par l'État. Du côté des organisations, je ne sais pas si le mouvement initialement avait un rapport très différent aux organisations, mais en tout cas les organisations ont eu un rapport très différent au mouvement, puisque une partie des syndicats, et au sein des fédérations syndicales, une partie des syndicats CGT notamment, une partie des syndicats solidaires, ont très très tôt un rapport soutien au mouvement. La France Insoumise, puis ensuite l'ensemble de la gauche, a un rapport d'adhésion beaucoup plus franc que ce qui avait pu avoir lieu au moment des Gilets jaunes, donc une différence dans la réception, et puis une différence de la réponse de l'État avant même l'événement. C'est-à-dire que malgré tout, le 18 novembre 2018 surprend tout le monde et surprend l'État, et les actes suivants surprennent l'État jusque ce 3e acte, le 1er décembre, qui met en échec le dispositif de maintien de l'ordre à Paris et fait basculer le mouvement dans quelque chose de un peu pré-insurrectionnel, disons. Là, on a une réponse de l'État qui est très différente, avec d'une part le mouvement est pris au sérieux à tel point qu'on a un gouvernement qui démissionne, ou plutôt un gouvernement qui décide de poser la question de confiance au Parlement en prévision du 10 septembre, de manière très explicite. François Bayrou dit « Je ne pouvais pas affronter ce mouvement, alors même qu'il n'a pas encore eu lieu, sans avoir la confiance de l'Assemblée ». Donc réponse de l'État de ce point de vue-là qui surévalue, on va dire, le potentiel disruptif du mouvement du 10 septembre. Et puis une réaction de l'État qui, dès le départ, est de l'ordre de la répression massive. Alors que la répression a mis plusieurs semaines à s'enclencher contre les Gilets jaunes. Là, c'est dès le départ, 80 000 policiers et gendarmes et policières et gendarmes mobilisés sur le territoire. Une logique de tolérance zéro au moindre blocage de péage ou de route ou de périphérique par les forces de l'ordre, ce qui un peu coupe l'herbe sous le pied d'un mouvement qui, si on veut le comparer au mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement qui avait réussi à créer les conditions de sa durée en occupant des endroits, en occupant des ronds-points, en bloquant des routes. Est-ce qu'il y a eu vraiment autant de tentatives ou pas? C'est dur de le savoir, mais en tout cas, dès le départ, ça a été clair. On empêche tout point de fixation d'une contestation au 10 septembre d'une manière beaucoup plus ferme certainement qu'au moment du premier acte des Gilets jaunes en 2018. Je vais peut-être commencer comme historienne par rappeler l'historique en effet de la grève générale et la manière dont ce terme a surgi dans le mouvement et surtout ce que ça veut dire en termes d'anticipation des différents acteurs. Je rejoins en effet tout à fait Samuel Hayat en disant que l'une des différences majeures entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement des 10 septembre, c'est
c'est que le mouvement des Gilets jaunes a surpris tout le monde et a laissé place à beaucoup de perplexité, de la part d'ailleurs de tous les groupes, aussi bien l'État que les organisations politiques et syndicales. En revanche, le mouvement du 10 septembre a été anticipé, suranticipé d'ailleurs peut-être, par tous les groupes d'acteurs qui ont vu, qui ont projeté à la fois les Gilets jaunes, mais aussi d'autres types d'imaginaires et d'autres types de références historiques. Parmi ces imaginaires et ces références historiques, ce qui est apparu, me semble-t-il d'ailleurs, pas tout de suite, mais plutôt dans les dernières semaines avant le 10 septembre, c'est l'imaginaire de la grève générale. L'imaginaire de la grève générale, il est historiquement constitué à la fin du 19e siècle, au sein de ce qu'on appelle alors le syndicalisme d'action directe, que la petite CGT, je dis la petite CGT parce qu'elle est à la alors tout à fait microscopique en termes d'adhérence, c'est un vocable que la CGT revendique, notamment au début du XXe siècle. C'est quelque chose dont il faut le souligner qui est très pensé, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un slogan ou quelque chose qui circule, c'est quelque chose qui fait l'objet de théorisation et de réflexion, par exemple de la part de Georges Sorel, qui fait l'objet aussi d'énormément de débats, et au sein du mouvement syndical, et au sein des partis socialistes et ouvriers en construction. Cet imaginaire de la grève générale, il consiste en deux mots à penser que l'arrêt du travail par les producteurs à un moment X, cet arrêt donc qui bloque l'ensemble de la société et constitue le premier acte d'une révolution par le bas, pourrait-on dire, donc une révolution qui ne soit pas le fait de partis politiques comme l'imaginait par exemple Marx et les marxistes, qui ne soit pas le fait d'un coup d'État, mais qui provienne d'un arrêt spontané de la production. Il faut noter deux choses à propos de cet imaginaire de la grève générale. Un, que cela dit beaucoup de la fierté et de la conscience des producteurs. C'est bien l'idée que ceux qui vont s'arrêter et qui vont bloquer, ce sont ceux qui produisent, ceux qui font vivre la société, donc à l'époque le prolétariat ouvrier, et que, au fond, dans cette grève générale, c'est d'ailleurs ce qui intéresse aussi Georges Sorel, il y a une espèce de fierté et de conscience du producteur et une espèce de conscience du fait qu'ils sont indispensables au fonctionnement du pays. Il faut aussi noter que cet imaginaire de la grève générale n'est pas du tout partagé par l'ensemble des organisations ouvrières. Les partis socialistes français, allemands, etc., sont pour la plupart très réticents, et qu'ils soient réformistes ou révolutionnaires. C'est pas la question de leur type de radicalité, parce qu'ils estiment que c'est utopique, parce qu'ils craignent que ça décourage les masses ouvrières, pour toute une série de raisons. Donc cet imaginaire de la grève générale, il est constitué, il s'incarne notamment dans le 1er mai 1906, où on pourrait voir les mêmes formes d'anticipation et de crainte des élites bourgeoises. Le 1er mai 1906 est une source, avant même qu'il ne survienne, de fantasmes sans nom, où la CGT promet ce jour qui n'est pas encore férié de tout arrêter. C'est un petit peu l'incarnation de cet imaginaire de la grève générale, sans que ça ne produise effectivement de grève générale. Ce qui est important aussi de noter, c'est que si on prend le terme au sens strict, c'est-à-dire arrêt général de la production qui conduise à une dynamique de déstabilisation et de dynamique révolutionnaire, même les plus grands mouvements sociaux que la France ait connus, le Front populaire, mai-juin 68, ne sont pas des grèves générales. Donc Georges Sorel avait raison, au fond, de noter que la grève générale est une espèce d'image mobilisatrice, mais dont la réalité est assez, du moins dans son absolu, est assez difficile à trouver. Alors la dernière chose intéressante à voir et qui explique la circulation, la revendication telle qu'elle s'est produite, c'est de voir que cet imaginaire de la grève générale, encore une fois sans avoir jamais été absolument réalisé, a continué à circuler dans une partie de la gauche ou des gauches françaises, des gauches libertaires, mais pas seulement. Donc il y a une espèce de
ce mot-là n'a cessé d'être revendiqué et utilisé. C'est sans doute pour cela, et c'est intéressant aussi du côté de l'anticipation des acteurs politiques, que Jean-Luc Mélenchon, auquel on ne peut pas dénier une culture historique et politique considérable, s'y est reporté, manière peut-être de faire entrer aussi l'inconnu, parce que le 10 septembre reste quelque chose, et c'est avéré évidemment plastique, dans le connu, qui est l'image de la grève générale. Au risque de malentendus au sein même du mouvement, c'est-à-dire que cet imaginaire de la grève générale, il dit quelque chose à la partie la plus politisée et la plus militante de ceux qui sont engagés, ça ne dit pas nécessairement grand-chose à toute une autre partie de la population. Avec par ailleurs une question, c'est-à-dire, et c'est par là que je vais terminer, la grève générale est bien la grève générale des producteurs. C'est-à-dire c'est l'idée que arrêtent le travail ceux qui font tourner la machine, ceux qui font tourner les usines à la fin du 19e siècle, et que, encore une fois, c'est par cet arrêt de la production que vous êtes en mesure d'instituer un rapport de force qui puisse conduire à une dynamique révolutionnaire. Il me semble que le 10 mai ne relevait pas d'un arrêt général de la production et donc s'inscrivait quand même difficilement dans cette question de la grève générale, c'est-à-dire que la grève générale, c'est plus que, c'est pas simplement occuper des points névralgiques, des péages, etc. C'est arrêter l'activité économique. C'est le sens profond. Et là, c'est un enjeu et c'est une question qui se pose, je pense, évidemment très différemment au début du XXIe siècle qu'elle ne pouvait se poser à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, tout simplement parce que l'activité économique s'organise de manière extrêmement différente. Je vais peut-être rebondir sur ça, parce que c'est vraiment l'espèce de malentendu qui se fait autour du 10 septembre, avec cette récupération par l'idée de grève générale qui est en fait tout à fait étrangère au mouvement. Il faut voir que le 10 septembre, dans ses formulations initiales, et même dans ses formulations subséquentes, c'est le contraire de la grève générale. C'est d'une certaine manière l'échec de la grève générale. Parce que, comme Marion Fontaine vient de le rappeler, le principe de la grève générale, c'est que les producteurs s'arrêtent. Or, le principe du 10 septembre, c'était initialement de dire la consommation s'arrête. Ceux qui s'arrêtent, c'est les consommateurs. C'est-à-dire, on reste chez soi, on n'utilise pas sa carte bancaire, et ça va enrayer le système. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le système a besoin qu'on consomme, sinon les banques vont s'effondrer. Donc on a un retournement complet par rapport à cette idée centrale du socialisme au XIXe siècle, qui est que le prolétariat est la classe la plus nombreuse, la plus pauvre, mais surtout la plus utile, la seule classe utile, que ce sont les producteurs, c'est ça le terme central, à l'idée portée par les personnes qui lancent le 10 septembre, que les personnes vraiment utiles, ce sont les consommateurs. Donc dans une vision du capitalisme qui est tout à fait différente, qui n'est pas centrée sur la production industrielle, qui est centrée sur le système bancaire et sur l'exploitation des consommateurs d'une certaine manière. Ça, c'est les formulations initiales. Donc la formulation initiale, c'est donnée notamment par le groupe Les Essentiels, qui dit, le 10 septembre, la France s'arrête. Et c'est une grève de la consommation qui est pensée. Lorsque c'est repris, notamment par des franges dites plus à gauche de ce mouvement, le mot d'ordre devient plutôt « bloquons tout ». Bloquons tout, c'est pas la grève générale, mais c'est pas non plus la grève des consommateurs. Ça se situe plutôt dans une récupération, on va dire, d'un certain mot d'ordre qui vient plutôt des branches de l'autonomie politique. C'est-à-dire, la société fonctionne parce qu'il y a des flux. Si on bloque ces flux, on va réussir à mettre en échec une certaine manière dont se distribuent les corps et les choses dans la société. Et le capitalisme de flux de marchandises, flux de capitaux, flux de personnes, va se trouver mis en échec. Mais là encore, il faut bien voir que le mot d'ordre de tout bloquer se répand sur le constat d'un échec de la grève générale. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le 7 mars 2023, les syndicats unanimes donnent comme mot d'ordre, le 7 mars 2023, tout s'arrête. La France s'arrête, tout s'arrête. Ce qui est exactement la même logique que celle qu'on trouve reprise dans les mouvements bloquons tout, à savoir tout s'arrête. Et les syndicats, évidemment, disent tout va s'arrêter par la grève, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les choses ne s'arrêtent pas, malgré le fait que la grève soit très suivie.
ça ne met pas en échec le fonctionnement, le fonctionnement du système capitaliste ou le fonctionnement de l'ordre normal des choses. Et donc le mot d'ordre du 10 septembre vient un peu agréger un imaginaire de la grève générale, mais repris par des mouvements qui disent que la véritable grève, ça doit être celle des consommateurs, et transformé par un mot d'ordre plutôt venu de la sphère de l'autonomie politique, qui est bloquons les flux. Avec l'idée que c'est les échecs successifs des mouvements de grève qui rendent nécessaire ce mot d'ordre-là, avec évidemment une grande difficulté, c'est que déjà que la grève c'est difficile à faire, tout bloquer, ça l'est encore plus. D'où une très grande déception, notamment des personnes qui portaient l'idée d'une grève de la consommation, non pas de se dire qu'il n'y a pas eu de grève de la consommation, mais de se dire qu'il n'est même pas possible de savoir si le mot d'ordre a été suivi ou pas, parce que c'est quelque chose de beaucoup trop abstrait de dire tel jour on arrête de consommer pour qu'il y ait un résultat. Le mot d'ordre bloquons tout est à la fois l'incarnation de cette récupération d'un imaginaire de la France à l'arrêt qu'on trouve dans la grève générale, mais aussi, d'une certaine manière, se donner une tâche encore plus difficile à atteindre que la grève générale elle-même, et donc créer nécessairement un peu de déception lorsque le blocage généralisé n'arrive pas. Alors, comment est-ce qu'on mesure la réussite d'une mobilisation sociale? Bon, je serai assez prudente parce qu'on est quand même dans une chronologie très courte. On est le 16 septembre, il y a un nouveau mouvement de grève le 18 septembre, donc après-demain. J'ignore, comme tout le monde, de quoi sera fait l'automne, donc je pense qu'il est trop tôt pour savoir si ce mouvement est resté quelque chose d'isolé, annoncer une séquence plus longue. Il y a l'histoire de mobilisation qui commence à un moment, qui s'arrête temporairement, qui reviennent. Il y a l'histoire de mobilisation qui s'arrête d'un seul coup. Donc là, je pense que ce serait très imprudent. Tenter des prédictions, ça n'est d'ailleurs pas vraiment notre rôle, sur l'avenir et la question des mobilisations sociales cet automne. Je vais essayer de répondre en revanche à la question de ce qui fait le succès d'un mouvement social et d'une mobilisation sociale. Je voudrais surtout insister sur un changement ou sur des inflexions. Si on prend l'histoire des grèves et des mobilisations sociales, leur succès ou leur échec dépend aussi un petit peu d'abord de savoir sur qui ou sur quoi vous voulez peser. Est-ce que cette grève est un moyen de peser, voire de renverser l'État ou le gouvernement? Donc on est plutôt dans une dynamique insurrectionnelle. Est-ce qu'il est un moyen de peser ou d'instituer un rapport de force avec un autre type d'acteur dont je constate qu'il demeure quand même, comme dans les Gilets jaunes, complètement absent de l'équation, qui sont, dans les vieux termes marxistes, les possesseurs des moyens de production, dit autrement, les chefs d'entreprise et ceux qui détiennent quand même les moyens d'influer sur un certain nombre de rouages de l'économie. Donc je pense qu'il faut aussi penser cette question du succès ou de l'échec en fonction de savoir sur qui ou sur quoi vous voulez peser. Pendant longtemps, si vous prenez les grèves partielles, le succès d'une mobilisation sociale, c'est justement mesuré à cette capacité d'instituer un rapport de force et d'obtenir la satisfaction d'un certain nombre de revendications. À Carmaux, au début des années 1890, réintégrer un ouvrier licencié parce que devenu maire de sa ville, des augmentations de salaire en Mayenne en 1973, le rêve d'une mobilisation sociale qui puisse directement renverser le pouvoir politique. Alors il est très présent au XIXe siècle. En revanche, je suis frappée par le fait que ce qui est à la fin du XIXe siècle quand même dans les mobilisations sociales, un jeu à deux, c'est-à-dire ouvrier d'une part, patronat de l'autre, est devenu de plus en plus un jeu à trois, avec une question de l'État et du politique, et au fond une demande adressée à l'État d'être celui qui est capable de marquer un rapport de force et de faire en sorte de donner une traduction positive au mouvement social. Les deux grands mouvements de grève que j'évoquais, celui de mai-juin 36 et celui évidemment de mai 68, s'inscrivent directement dans cette configuration. C'est-à-dire que dans les deux cas, l'État adopte un certain nombre de mesures législatives, mais c'est nettement postérieur. Ce que fait l'État, c'est qu'il se pose en arbitre entre le monde ouvrier et le patronat et qu'il permet au monde ouvrier d'obtenir satisfaction
satisfaction sur un certain nombre de revendications. Les accords de Grenelle au moment de mai 68 sont sans doute une des plus grandes victoires des organisations syndicales face à un patronat qui cède énormément de choses sur plein de sujets. Donc c'est comme ça qu'on dessinait le succès d'un mouvement social, avec le type de mouvement social donc, qui vise un soulèvement populaire, qui sont des appels généraux à la justice sociale. La question serait, et même de savoir, au-delà de savoir si c'est un succès ou pas, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question pour l'instant, la question serait de savoir ce que serait un succès pour ce type de mouvement. Est-ce que c'est renverser un gouvernement. Le gouvernement, le chef de gouvernement nommé n'est pas très différent de celui qui a démissionné. Est-ce que ce serait la satisfaction d'un certain nombre de revendications, mais les revendications n'ont pas nécessairement été très précises dans le mouvement? Est-ce que ce serait l'établissement d'une justice sociale? Mais comment vous mesurez l'établissement d'une justice sociale? Je pense que la question aujourd'hui est de savoir aussi ce qui fait le succès ou l'échec d'un mouvement. Je pense que c'est vraiment une voie très pertinente de revenir à l'histoire et de se demander ce qu'ont été des succès dans le passé. Et on peut voir, de mon point de vue, un succès à cette aune du 10 septembre, c'est que le 10 septembre, le pouvoir à nouveau a eu peur. C'est-à-dire que pendant 20 ans, le discours hégémonique lancé sous Sarkozy, repris ensuite par François Hollande et prolongé par Emmanuel Macron, ce n'est pas la rue qui gouverne. Au fond, des protestations peuvent avoir lieu. Comme elles ne menacent pas fondamentalement l'ordre des choses, on n'a même pas besoin d'écouter ce qui nous est dit. Il faut se souvenir qu'au moment des manifestations contre la loi travail sous François Hollande, qui sont des manifestations massives, il n'y a aucune attention, aucune inflexion donnée par François Hollande à sa politique. De la même manière, en 2023, la mobilisation massive des syndicats est accueillie dans une indifférence totale. Les syndicats ne sont même pas reçus par les autorités, alors que c'est un mouvement extrêmement suivi. De ce point de vue-là, à ce moment-là, ils n'ont pas peur de la rue. Et on se rend compte depuis les Gilets jaunes, et c'est réactivé là le 10 septembre, qu'il existe une certaine rue qui fait peur au pouvoir, qui est une rue désordonnée, qui passe en dehors des organisations, qui s'autorise du fait d'être en dehors des organisations, qui s'autorise du peuple général, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun intérêt particulier, aucun engagement particulier, et qui donc sont porteurs d'une très forte légitimité démocratique. Cette rue-là, elle fait peur. Or, il faut se souvenir que les accords de Matignon, comme les accords de Grenelle, comme l'a rappelé Marion Fontaine, c'est des accords obtenus par les organisations et qui d'ailleurs réussissent à obtenir à ce moment-là non seulement des augmentations de salaire, mais surtout une reconnaissance de leur rôle, dans un cas comme dans l'autre. Mais ça marche parce qu'il y a cette peur du pouvoir. Peur, non pas des organisations syndicales, mais peur du peuple qui est derrière et dont les syndicats peuvent dire « nous, on va pouvoir le canaliser ». C'est tout le sens en 1936 de cette fameuse phrase du Parti communiste, en l'occurrence de « il faut savoir terminer une grève quand on a obtenu satisfaction », c'est de dire les organisations communistes et les organisations syndicales de la galaxie communiste sont capables de brider le lion populaire, mais pour ça, il faut que vous reconnaissiez, s'adressant au pouvoir, il faut que vous nous reconnaissiez comme un pouvoir. Et donc, en 1936 comme en 1968, ce que les syndicats obtiennent, c'est en échange de calmer la peur, de calmer la rue qui fait peur au pouvoir, obtenir une reconnaissance des syndicats comme un pouvoir légitime et intégré sous des formes différentes en 1936 et en 1968, intégré à la démocratie sociale et qui se voit reconnaître comme un pouvoir. De ce point de vue-là, on voit la victoire du 10 septembre, c'est faire à nouveau peur au pouvoir, mais on voit aussi l'échec. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Si ce qu'ils veulent, c'est être reconnu comme un pouvoir, quelle forme cela peut prendre? On le voit, la forme que ça prend avec les syndicats. C'est le droit de constituer des sections syndicales, le droit de signer des conventions collectives après 1936, des droits qui sont attribués aux syndicats. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Attribuer des nouveaux droits et reconnaître comme un pouvoir cette galaxie populaire qui se soulève au moment des Gilets jaunes ou qui se soulève au moment du 10 septembre. C'est plus compliqué, mais on voit une aspiration, en tout cas
à ce que pourrait être cette reconnaissance comme un pouvoir, avec les demandes d'inclusion démocratique, par exemple le fameux référendum d'initiative citoyenne. C'est une modalité de reconnaissance d'un pouvoir populaire qui est demandé par ce mouvement et qui pourrait là être quelque chose comme une victoire. Et on voit que de ce point de vue-là, cette victoire-là, elle n'a pas eu lieu. C'est de ce point de vue-là un échec à se faire reconnaître comme un pouvoir au sein d'un système institutionnel, alors que dans le passé, les syndicats avaient réussi à se faire reconnaître comme un pouvoir au moment de ces grandes mobilisations. Et puis il y a un autre couple victoire-échec qui touche à l'expérience individuelle qu'on a des protestations. Ces moments protestataires, c'est vrai pour les Gilets jaunes et je pense que c'est vrai pour le 10 septembre, c'est un moment où les gens se sentent être des acteurs et des actrices de l'histoire et avoir une impression d'être en train de faire l'histoire. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui a été qualifié, pour parler de la Révolution française, par l'historien Haïm Burstein, de protagonisme, un sentiment d'être un personnage de l'histoire. C'était quelque chose d'extrêmement fort pendant les Gilets jaunes, avec cette impression de participer à un mouvement historique. Peut-être que dans le 10 septembre, à un moment, ça a pu avoir lieu, surtout dans l'anticipation et surtout au moment de la chute du gouvernement Bayrou, on est en train d'accomplir quelque chose d'historique. Et ça, c'est aussi l'échec, parce que la déception, c'est-à-dire le protagonisme déçu, c'est aussi le fait de renvoyer les gens à leur incapacité à peser sur le cours des choses. Et ça, c'est quelque chose qui peut être quand même profondément démobilisateur et aboutir quand même à des formes de retrait politique. C'est-à-dire voyant que au moment où on a cru qu'on allait pouvoir participer à faire l'histoire, eh bien, la mécanique, malgré toute l'énergie qu'on y met, la promesse de faire ce changement historique n'a pas lieu. Ça peut créer des formes de déception qui, je pense, sont très très démobilisatrices. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de suite au 10 septembre, on est au début peut-être du mouvement, mais s'il devait ne pas y avoir de suite, ça serait peut-être une mauvaise nouvelle pour l'expérience intime qu'on peut avoir de ces mouvements sociaux et la déception que cela peut représenter quand on se rend compte qu'on n'a pas réussi à altérer le cours des choses et que finalement c'est les mêmes programmes qui vont continuer avec un nouveau Premier ministre mais qui va refaire exactement la même chose et que ces formes que cette mobilisation n'a pas été entendue. Sciences Po.